Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Je me nomme Shani Roy et c'est moi, votre luchador pour le podcast et cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de Donald Trump au podcast de Mark Calloway, Six Feet Under the Undertaker. Oui, monsieur, oui, madame, vous avez bien compris. Donald Trump a été reçu en tant qu'invité au podcast de Mark Calloway, a.k.a. The Undertaker, a.k.a. The Dead Man. Je vais aussi parler d'une anecdote de Undertaker qui a fait un alley-oop à Hakim Olajuwon pour les fans de basket. Vous allez savoir de qui je parle. Et aussi, j'aimerais ça aborder le sujet de Samantha Irvin, l'annonceuse des annonceuses de Ring qui a décidé de quitter la WWE. On a plus d'informations sur le pourquoi, puis je trouve ça intéressant d'en parler. Puis je vais terminer en parlant de Mark Henry et une séquence que j'ai vue de lui dans un podcast. Alors, la musique d'introduction sans plus tarder. Parce que je crois en Luciani. Parce que je crois en Luciani. Alors, bienvenue et bienvenue à tous. Si c'est votre première fois avec Luciani Libre, je me nomme Shani Roy. Luciani si j'étais luchador. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça parler en commençant par Donald Trump et The Undertaker parce que les élections américaines viennent de se terminer et comme on le sait, Donald Trump a gagné les élections. Alors, c'est encore très, très, très pertinent de parler de lui pendant encore 4 ans. Hé, hé. OK. Ça fait que j'ai été surpris de voir Donald Trump au podcast de Undertaker. Il était invité, dans le fond. C'était supposé être un The Undertaker qui, dans le fond, interview Donald Trump. On devine que The Undertaker doit être d'allégeance républicaine. Bon, j'aimais The Undertaker, je l'aime encore. On va pas commencer à jouer de la politique, mais c'est un petit peu décevant quand même. Alors, ça a comme tourné le podcast que que Donald Trump était, écoute, é- ébahi, impressionné d'être dans la même pièce que de The Undertaker, plutôt que l'inverse. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même rafraîchissant de voir un des hommes les plus puissants du monde, on va le dire, euh, être comme un petit enfant devant une vedette qu'il a appréciée durant son adulthood, parce que c'est pas une vedette de jeunesse pour Donald Trump. Donald Trump étant beaucoup plus vieux que The Undertaker, on s'entend là-dessus. Mais c'était tellement, tellement intéressant parce que Donald Trump arrêtait pas de poser des questions du genre Hey, ça fait du mal? Ça fait du mal quand vous tombez sur le dos? Hein? Puis là, The Undertaker était comme Ben oui, ça fait mal parce que avant que McMahon il devienne un lutteur lui-même dans le ring à l'occasion, c'est encore plus rigide que ça l'est aujourd'hui, le ring. Il disait à la blague, mais en étant semi-sérieux, qu'ils ont ramolli la surface ou l'ont rendue plus absorbante quand McMahon a commencé à combattre. Donc ça, c'était un peu drôle. En même temps, c'est pour faire rire un peu Donald Trump parce que Donald Trump, on se souviendra qu'il a eu son feud avec McMahon dans le début des années 2000 où Donald Trump et McMahon avaient fait une gageure, à savoir que le gagnant du combat des combattants qu'ils allaient choisir chacun, le gagnant de ce combat allait garder ses cheveux dans le fond, puis l'autre allait devoir se faire raser la tête. Et comme la chevelure de Donald Trump est vraiment quelque chose qui est important pour lui, c'était comme un enjeu qui était très très grand. Bon. L'histoire nous apprendra que c'est le lutteur choisi par Donald Trump qui a gagné, évidemment, puis que c'est McMahon qui a dû se faire raser les cheveux à l'intérieur du ring. Et le lutteur qui a gagné s'est fait un petit peu aider par Steve Cold, Steve Austin. S'il n'y avait pas une raison d'aimer plus Stone Cold, Steve Austin. Bon, c'est pas ça qu'on parle, mais c'est pour dire que Donald Trump, il s'est déjà mouillé les pieds avec la WWE. Ce n'est pas un territoire inconnu. Mais pour lui, c'est comme un peu un rêve devenu réalité que de se retrouver dans cette arène-là. Donc, Donald Trump posait la question à Undertaker, ah, pour de vrai,
ah, c'est OK, comme ça marche, pis tout ça. Il dit, toi, dans le fond, tu joues un Deadman, hein? Fait que là, c'est normal, hein, que tu fasses ça comme de cette manière-là. Puis là, écoute, Donald Trump, il est toujours imbu de lui-même, d'habitude, quand il parle. Toujours à exagérer la grosseur des foules, toujours à dire, ah, je connais tellement de monde qui m'ont dit que j'étais beau, bien, ainsi de suite. Vous comprenez? Le personnage. Puis, à un moment donné, Donald Trump, il a dit, ouais, mais, il dit, j'ai entendu dire que The Rock vous a appelé, tu sais, pour vous féliciter par rapport à l'attentat, puis comment vous avez géré ça. Puis, ça a l'air que The Rock a vraiment appelé Donald Trump après l'attentat qui lui a percé l'oreille. Et Donald Trump lui dit oui, c'est vrai, The Rock m'a appelé, mais écoute, il disait bravo, il me disait que j'étais un héros et tout ça. Mais il dit pour entre vous et moi, moi j'étais plus genre what the hell is going on? J'étais comme je savais pas pendant tout ce qui se passait au final, là, tu sais. Puis il s'est pas comme pompé le torse en disant oui, c'est vrai, je suis un héros. Avez-vous vu comment j'ai monté le point? Non. Il a vraiment plus dit genre écoute, plus je dis pas ça pour vous amadouer pour vous attendrir envers M. Trump, là. OK, vraiment pas. C'est juste pour dire qu'il était dans une dynamique différente dans laquelle il se trouve d'habitude. C'est-à-dire que lui, il se plaît à être l'homme le plus riche de la pièce, il se plaît à être l'homme le plus puissant de la pièce. Mais il y a une chose qui est plus importante pour lui à ses yeux que n'importe quel autre. Et puis ça, c'est le divertissement puis la place qu'il prend dans ce milieu-là. On le saura, Donald Trump, il a été à la barre de l'émission The Apprentice aux États-Unis, qui était une émission extraordinairement entertainante, là. Fait que lui, pour lui, c'était ça c'est un peu ça, c'est sa renommée, sa popularité, on pourrait dire, qui est importante à ses yeux, tu sais. Fait que là, il se retrouve dans une pièce où la personne la plus populaire n'est pas lui, on pourrait dire, en tout cas pas à ses propres yeux. À ses propres yeux, la personne la plus populaire dans la pièce, c'est The Undertaker. Mais d'habitude, il prendrait ça comme un petit affront, OK, où il essaierait genre de se remonter vis-à-vis cette personne-là. Mais dans ce contexte-là, c'est pas ça qui se passe. Il est juste content d'être là. Il est juste content d'être vis-à-vis Mark Calloway puis vis-à-vis The Undertaker. C'est ça que j'ai trouvé rafraîchissant. Il a posé une question à The Undertaker en disant maintenant c'est qui les big names là, de l'industrie, tu sais? Y en a-tu encore? Parce que là, toi, t'es plus là. Puis là, si t'es plus là, Caroline, hein, on doit aller mal à la shop, tu sais, à WWE. Et puis là, The Undertaker, il dit non, tu sais, on a des bonnes personnes, tu sais, pour backer, puis tout ça. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant, les noms qu'il a nommés, Undertaker, de ceux que je me souviens. Il a nommé, pour commencer, il a commencé par nommer Gunther. Il a dit Gunther, vraiment un excellent lutteur qu'on a. Moi, j'étais comme good, man, good, parce que honnêtement, parmi les lutteurs qui se trouvent en ce moment dans la WWE, s'il y en a un que je trouve qui est vraiment un qui peut passer à l'histoire en ayant un personnage qui se différencie de ce qui s'est déjà fait dans le passé, mais qui est autant bon dans le ring que avec ses promos puis dans le micro dans les mains, même on pourrait avouer qu'il est un peu meilleur même avec le micro dans les mains que dans le ring. Qui a la gueule de l'emploi, moi, je suis d'accord, c'est Gunther. OK? Il a vraiment la gueule de l'emploi. Fait que là, Undertaker, il commence en disant ça. Gunther, vraiment, un bon. Après ça, il dit, on a Roman Reigns qui est excellent. On a aussi, il dit Cody Rhodes. Cody Rhodes, là, il dit le fils de Dusty Rhodes. Puis là, Donald Trump, il était comme, ah oui, ben oui, Dusty Rhodes. Ça, c'est plus de sa jeunesse, du temps de sa jeunesse. Puis, malheureusement, je ne me souviens pas de qui d'autre il a nommé. Est-ce que je l'ai dans mes notes? Je vais aller voir. Ben non, c'est les trois que j'avais écrits. Fait que je trouve ça intéressant. Comme liste qu'il a nommé The Undertaker. À ses yeux, qui sont ceux qui sont les lutteurs qui peuvent marquer une génération, peut-être. En ce moment, sont ceux que je viens de nommer. Donc, allez voir ça si vous comprenez l'anglais, si ça vous intéresse, c'est intéressant. Ensuite, j'enchaîne. J'ai aussi vu que Undertaker a déjà joué au basketball quand il était au secondaire. Puis on s'entend, Undertaker, il a une charpente de joueur de basket quand même, 6 pieds 8.
ou un peu plus, ou un peu moins, un peu plus surtout, mais on s'entend. Il dit que quand il était au secondaire, il avait la chance d'évoluer, dans le fond, dans une école secondaire où d'anciennes vedettes de la NBA venaient parfois jouer des pick-up games, OK? Excusez-moi, des games entre eux, pour le plaisir. Il a nommé des Clyde Drexler, il a nommé des euh, Hakeem Olajuwon, je me souviens plus d'autres qui a nommé. Puis là, il dit que si d'habitude il jouait centre, là, il s'est retrouvé à jouer shooting guard dans la position numéro 2 au lieu de la position numéro 5. Il dit, écoute, à cause que j'étais dans l'équipe à Hakeem the Dream Olajuwon. Fait que là, il dit, à un moment donné, on s'en va en transition fast break. Puis là, t'as Hakeem Olajuwon qui pointe vers genre le alley-oop, fais-moi un alley-oop. Fait que là, Deontay Taker, il est comme, esti, Colin de Bien, c'est ma chance de lancer un alley-oop à Hakim the Dream. Fait que là, il lance une passe. Il dit, hey, ma passe était terrible dans le sens négatif du terme. Puis il dit, elle était, écoute, 4 pieds au-dessus de l'anneau, là. Il dit, moi, dans ma tête, j'ai manqué ma passe complètement. Il dit, tu vois Hakim Olajuwon s'élever avec toute son élégance, attraper le ballon comme si de rien n'était et dunker avec puissance. Et puis là, il retombe à terre puis il pointe à The Undertaker en disant Good pass, man, good pass. Fait que là, tu voyais, là, à ce moment-ci, The Undertaker qui racontait avec nostalgie ce souvenir. Lui-même, un peu dans le même état que Donald Trump, il était vis-à-vis d'Undertaker, il était lui-même vis-à-vis d'Olajuwon, OK, ben Hakim. Fait qu'il était comme, man. Mais à cette époque-là, évidemment, il était au secondaire, fait que il avait peut-être 17-18 ans. Alors, il n'était pas la vedette qu'il est aujourd'hui. Donc, les gens ne le connaissaient pas parce qu'il n'avait pas encore fait sa carrière. Puis, là, l'intervieweur, il dit, oh, ouais, mais en tout cas, s'ils entendent l'anecdote aujourd'hui, c'est, d'après moi, eux autres qui vont se vanter d'avoir reçu une passe de The Undertaker. Là, Mark Calloway dit, ah, I don't know about that. Puis là, les gens sont comme, wow, ouais, t'es big, dude, t'es big. Même les vedettes de la NBA, ils te connaissent, mon homme, ils te connaissent, puis ils sont clairement, sur le cul d'entendre cette anecdote-là si ils l'entendent. Donc, ça, c'était mon anecdote par rapport à Hakeem Olajuwon. Maintenant, Samantha Irvin, on le sait, elle a quitté la WWE récemment. On n'a pas exactement su pourquoi. On comprenait que peut-être elle voulait continuer une carrière dans le champ. C'était pas clair, c'était pas dit exactement comme ça. On spéculait parce que son fiancé Ricochet est rendu dans la AEW. Donc là, on se dit, ben, Kirim, elle va-tu aller rejoindre son fiancé dans la AEW et devenir une annonceuse là-bas? Puis hier, moi, j'ai écouté un bout de podcast de Ricochet qui se confiait par rapport à la situation. Puis Ricochet, il explique, il dit non, elle dit elle pensait à ça, Samantha, longtemps avant que moi je fasse le saut puis que je quitte la WWE. Elle commençait à y penser d'avance. Puis il dit la façon que ça s'est produit, c'est que elle, oui, tout le monde dit qu'elle était excellente. Puis certains même disaient qu'elle était déjà parmi les meilleures de tous les temps dans la WWE, dans ce qu'elle faisait. Mais une fois qu'elle a fait WrestleMania, elle a comme constaté que, OK, c'est le plus haut que je vais atteindre, c'est ça. J'ai comme peak un peu déjà. J'ai déjà peak dans cette industrie-là. Oui, je suis excellente. Oui, je suis une des meilleures, supposément, parce que les gens, c'est ça qu'ils disent. Mais j'ai peak. Parce que WrestleMania, c'est le plus gros événement de l'année dans la WWE. Fait que j'ai expérimenté déjà un peu le spectre de ce que je peux expérimenter en tant qu'annonceuse de lutte. Bon, maintenant, c'est sûr que si elle aurait voulu, peut-être qu'elle aurait pu commencer à avoir une carrière qui déborde de la WWE en tant qu'annonceuse de ring, mais c'est pas quelque chose qui semblait l'intéresser. Puis Ricochet, il dit, c'est parce que vous comprenez pas à quel point la musique est une partie prenante de Samantha Irvin. Dans un podcast précédent, dans un épisode précédent, je parlais un peu du génie de Triple H parce qu'il avait joué avec les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir le turn de Kevin Owens en heel. Puis aussi, j'ai commencé à dire que est-ce que Joe Henry est lui aussi un génie, peut-être? Parce qu'il avait étudié la musique de Queens pour pouvoir faire sa musique d'introduction. Puis,
il dit, Ricochet, que Samantha, elle a sur ses cuisses, elle a un carnet, dans le fond, quand elle annonce. Et elle avait une clé, hein, une portée, c'est-à-dire une portée de musique. Puis, elle avait breakdown l'introduction des gens avec même les notes qu'elle utilisait quand elle annonce les gens. OK? Par exemple, pour Rhea Ripley, il dit the next one, Rhea Ripley, whatever, tu sais. Fait que c'était pas comme improvisé ou quoi que ce soit, là. Elle avait comme choisi quasiment un peu les notes qu'elle voulait, comme un peu qu'on approche une mélodie, OK? Fait que, honnêtement, c'est pas pour rien, Chris, qu'elle était bonne, esti. Quand t'entends ça comme ça, tu dis, OK, man, il y avait du travail en arrière, tu sais. Fait que là, il y a probablement qu'elle veut s'essayer vraiment poursuivre une carrière musicale. On va lui souhaiter le plus grand des succès. Puis je peux comprendre. Des fois, c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que t'as envie de faire ça tout le restant de tes jours. Je l'ai expérimenté personnellement dans ma vie. Mais en même temps, c'est un peu dommage pour les fans puis pour nous autres. Il me reste 4 minutes. J'essaie de garder les épisodes à 20 minutes pour ceux peut-être qui auraient remarqué dans les derniers épisodes. J'aimerais ça parler d'un clip de Mark Henry. Pour ceux qui se souviendront, Mark Henry, un homme fort des hommes forts, gros gabarit, un lutteur qui a laissé sa marque dans la WWE. Surtout par ça, sa force brutale. Il y a eu des fois où on l'a vu soulever une voiture ou faire des performances un peu comme ça d'homme fort avant de se battre. Et il y avait un move qu'il faisait dans le ring qui, justement, démontrait la force physique de l'homme. Il se retrouvait par terre et de par terre, il prenait son adversaire dans ses bras, faisait une pirouette par en arrière, se levait avec son adversaire dans ses bras, le mettait derrière sa tête comme une poche de patate et ça crissait à terre pour lui faire une descente. Puis ça, c'est le premier qui l'a jamais fait. Puis l'intervieweur, il dit... comment tu te sens? Est-ce qu'on devrait pas appeler ça le Mark Henry Spot? Puis là, Mark Henry, de toute sa grosseur et de sa carrure, écoute, il verse une larme dans l'entrevue, tu sais. Puis il est pas capable de répondre tout de suite. Puis là, l'intervieweur lui dit, ah ouais, je pensais pas que ça allait te faire devenir aussi émotif, cette question-là. Pourquoi est-ce que ça te rend émotif? Puis Mark Henry, il dit, garde, quand on commence dans cette industrie-là, on se fait dire que tout a été inventé, qu'il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil, puis que dans le fond, essaie pas de te prendre pour quelqu'un que t'es pas. Il dit, fait qu'on se fait dire ça au départ, puis il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses, on peut innover encore dans le ring. Puis moi, j'ai innové à ce moment-là. J'ai fait quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant. Un move qui a été copié après par d'autres hommes forts par la suite dans la WWE. Mais c'est comme si le credit a jamais vraiment été donné à Mark Henry. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Puis je pense que c'est ça qui vient l'atteindre. C'est que dans le sens où on devrait rendre à César ce qui appartient à César. Puis Mark Henry peut-être juge que ou ressent qu'il n'a pas été célébré ou souligné à la grandeur et la grosseur et la force de l'homme qu'il était. Donc ça, je peux comprendre un peu son point de vue là-dessus. Donc, ça va finir pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans un prochain épisode, j'aimerais ça vous parler de la personne qui a battu un record Guinness en relatif à la WWE. Donc, je vous dis pas plus pour l'instant. Puis vous allez voir, c'est très impressionnant. Puis vous allez pouvoir peut-être essayer vous-même de briser le record du monde à la maison, voir à quel point ou comment vous pouvez vous mesurer vis-à-vis ça. Donc, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. C'était un nouvel épisode avec Luciani Libre. Mon nom est Shani Roy. Merci d'avoir été présent pour cet épisode.